Une chose que je sais à propos du grand rift africain, c'est que c'est fatigant. Dévaler en courant un dénivelé qui vous a demandé à la montée toute une journée de marche pénible, redescendre en quelques dizaines de minutes de 3000 à 1500 mètres d'altitude pour retourner au campement avant le coucher du soleil, c'est fatigant. Emprunter en voiture les longs axes nord-sud de l'Éthiopie, des hauts plateaux centraux, aller chercher l'une ou l'autre des rares passes qui permettent de descendre l'escarpement par une route qui serpente en direction des basses terres, puis chercher à mi-hauteur, sur un replat, un départ de piste que vous ne trouvez pas, c'est fatigant. Si elle existe, cette piste, si vous la trouvez, barrée de torrents, elle vous permettra de prendre la direction opposée à celle que vous avez prise la veille ou l'avant-veille pour revenir à un point situé à seulement une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau de votre point de départ, mais en contrebas. Avoir roulé pendant 3 jours pour si peu de distance, au prix d'un accident de la route assez grave, de plusieurs crevaisons, d'innombrables désembourbements, c'est fatigant. Ces expériences fatigantes, beaucoup d'entre vous, à coup sûr toutes celles et ceux réunis pour ce colloque au Collège de France par Jean-Renaud Boissery, Sandrine Pratt et Christelle Tibéri, les connaissent. Je les ai connus pour m'y être confronté un peu par hasard, ou plutôt, car le hasard n'a rien à voir là-dedans, après une sorte de long détour. Nous étions familiers des hautes terres du nord-est africain, austères, pluvieuses et fertiles, foyer d'une vieille chrétienté africaine et domaine des rois de l'Éthiopie médiévale. Nous pensions naturellement que les sociétés musulmanes dépeintes par les sources chrétiennes comme leurs ennemis ne pouvaient qu'avoir été des sociétés des basses terres de l'Est, des nomades habitués aux steppes et aux déserts. Les royaumes formés par ces sociétés musulmanes, les villes appartenant à ces royaumes, faute de beaucoup de sources écrites et faute de matérialité archéologique, beaucoup les ont placés au petit bonheur sur la carte. Beaucoup les ont cherchés dans les plaines côtières, jusque dans le Somaliland et la Somalie, c'est-à-dire à plusieurs centaines de kilomètres du haut plateau, habité au Moyen-Âge par les chrétiens. J'ai déjà raconté comment Bertrand Hirsch et moi-même, des collègues éthiopiens comme Dorese Ayenacho et Haïlou Zeleke, des collègues et des étudiants français, avons sillonné ces régions de l'Est de l'Afrique en découvrant beaucoup de choses que nous ne cherchions pas, mais sans jamais découvrir ce que nous cherchions. La recherche est faite de semblables ratés. Un raté, certes profitable, mais un raté tout de même. Quoique un raté sans doute nécessaire, puisqu'il nous a permis de comprendre que le Grand Rift conditionnait notre enquête en même temps qu'il aurait dû être le lieu même de cette enquête. En dépit de son gigantisme, de son aspect grandiose, disait tout à l'heure Sandrine Pratt, nous ne pouvions pas voir le Grand Rift. Dans notre esprit, pas encore formé aux pentes fatigantes, nous percevions l'escarpement du Grand Rift comme la pliure, simpliste et inutile, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, les chrétiens et les musulmans, les sédentaires et les nomades, les gens de la pluie et ceux du désert. Le Grand Rift traçait en effet un mur dans le paysage, mais ce mur était aussi une béance historique. Nous ne pouvions pas le voir parce que nous refusions de le voir. Le rift est fatigant et c'est peut-être pour cela qu'on est tenté, lorsqu'on est chercheur, de lui tourner le dos. En 2007, 2008, 2009, 2010, optant à contre-cœur pour les fatigues du Grand Rift, au terme d'un long détour en plaine, nous sommes revenus vers l'escarpement, la pliure apparemment inutile entre les hautes et les basses terres. C'est là qu'ont pris place les longues marches, les pénibles treks en voiture que j'ai mentionnés en commençant. Presque immédiatement, une découverte conduisant à une autre, nous avons découvert une, puis 2, 3, 4 sites archéologiques, des villes situées dans l'escarpement du rift éthiopien, exactement à mi-pente,
dessinant un axe nord-sud parallèle à la bordure du haut plateau. Qu'il ait pu exister dans cet environnement escarpé et, pour tout dire, inhospitalier, il y a 5 ou 6 siècles, non seulement une, mais plusieurs localités aujourd'hui oubliées, établies dans un milieu alors anthropisé, mais entièrement recouvert depuis par une végétation de savane arbustive. Des communautés urbaines beaucoup plus nombreuses que la maigre population d'aujourd'hui, le long d'un axe de circulation que ne matérialise de nos jours aucune piste. Voilà une réalité historique pas si lointaine et qui, autant que l'oubli dont elle a fait l'objet, exigeait une explication. Que ces villes aient été musulmanes, comme en témoignaient les nombreuses et vastes mosquées qu'on y découvrait. Voilà également qui voulait dire que l'islam médiéval éthiopien n'avait pas seulement été ennemi de la chrétienté d'Éthiopie, il avait été voisin d'elle, jointif à elle, et donc sans doute autant partenaire que rival. Car le trajet fatigant qui vous prend aujourd'hui 3 jours de voiture, d'accidents et de désembourbement ne prenait sans doute alors guère plus d'une journée de marche à dos de mule. Comment comprendre cette articulation historique ancienne ? Comment comprendre que nous n'ayons pas pu l'envisager et que les fatigues engendrées par nos prospections ont moins été causées par le rift que par l'oubli de ses fonctions passées ? Cela fait beaucoup de questions. J'en ai exploré quelques-unes dans mon cours au Collège de France et dans plusieurs autres travaux. Je ne mentionnerai ici qu'un aspect. Le rift est un plissement tectonique, une pliure, je l'ai dit, dans le paysage. Une pliure qui peut s'avérer encombrante et donc fatigante. Mais une pliure qui, dans certaines conditions historiques, peut aussi avoir été une charnière. Cette pliure morcelle l'environnement. Elle crée un gradient altitudinal abrupt. Elle clive les climats et en particulier les régimes de précipitation. Un Portugais du XVIe siècle, Francisco Alvarez, qui a voyagé en Éthiopie, l'a bien compris, bien qu'il l'exprime dans le langage des saisons. Dans une même journée, on peut passer, dit-il, de l'hiver en haut à l'été en bas, dans les canyons ou dans les plaines. Au cours de son périple, il lui arrive de longer la zone de contact géographique, l'interface entre le monde chrétien et le monde musulman. Pour cela, Alvarez a quitté l'hiver chrétien du haut plateau, il est descendu à mi-pente de l'escarpement qu'il a longé pendant plusieurs jours, se trouvant alors en été. Durant ce bref été, il croise des caravanes de commerçants, puis il remonte dans le domaine chrétien, c'est-à-dire dans l'hiver. L'hiver et l'été d'Alvarez ne sont pas seulement des manières d'appréhender les températures et le régime des pluies, ils expriment aussi la physionomie des milieux. Ainsi, Alvarez ne cesse-t-il de s'étonner de rencontrer des arbres fruitiers dans l'Éthiopie estivale, tandis que l'Éthiopie hivernale ne donne, dans le même temps, que des légumes racines. Il n'y a bien sûr pas de nécessité que l'Éthiopie hivernale soit chrétienne et l'Éthiopie estivale musulmane. Et ce n'est d'ailleurs pas le cas dans l'essentiel de l'Éthiopie des hauts plateaux, traversés de canyons, qui sont autant d'enclaves estivales. Mais au Moyen Âge, et au moins jusqu'à l'époque d'Alvarez, ce fut bien le cas dans le Grand Rift. La pliure de l'escarpement était une interface géographique, une frontière politique et un espace de conflit religieux entre la chrétienté d'Éthiopie et l'islam d'Éthiopie. Et c'est bien ce qu'indiquent les découvertes de sites archéologiques musulmans qui ont été faites depuis 15 ans. Cette partition de l'espace ne résulte d'aucun déterminisme environnemental. Non, les chrétiens ne préfèrent pas l'hiver des hautes terres et les musulmans ne préfèrent pas les escarpements estivaux. Cette partition résulte de l'exploitation par les uns et par les autres d'une certaine distribution de l'espace, longitudinal au Grand Rift. Aujourd'hui, l'escarpement oriental du haut plateau est perçu comme un mur qui fait obstacle, qui empêche les circulations transversales et auquel on est tenté de tourner le dos quand on est historien et archéologue, quand on ne parvient pas à penser que ce mur peut avoir été autre chose. Mais dans un contexte historique différent, celui du Moyen-Âge éthiopien, ce barrage s'est mué en seuil. Un seuil altitudinal, climatique,
hydrologique, pédologique, qui rendait possible une coopération, peut-être même une symbiose économique entre une société d'en haut, exploitant les terres fertiles dans un climat pluvieux, et une société de l'escarpement, vivant sur des terres sujettes à une intense érosion, bien que le climat y fût favorable à la culture des fruits. Au premier, ceux d'en haut, les surplus agricoles, au second, ceux du milieu de l'escarpement, le commerce, les uns ayant besoin des autres. Les premiers vivaient en hiver, les seconds en été. Si les premiers étaient chrétiens et les seconds musulmans, c'est parce que ce seuil très mince sur lequel se pratique l'échange et qui organise la complémentarité économique entre les sociétés fait l'objet de contrôles très tatillons de la part des pouvoirs. Un seuil permet le passage autant qu'il le filtre, qu'il le taxe, qu'il le ferme le cas échéant, qu'il le soumet à des agents dont la loyauté, religieuse ou ethnique, est essentielle. Un seuil n'est poreux que parce qu'il rapproche physiquement et jointoie les groupes sociaux en présence, les obligeant par conséquent à se distinguer. On reste fasciné de constater aujourd'hui encore combien les lignes de niveau qui longent le grand rift africain au sommet des plateaux, à mi-pente de l'escarpement ou encore dans le fond du fossé, épousent les frontières linguistiques et parfois ravivent les clivages ethniques. Il n'est guère de meilleur observatoire de ces phénomènes qu'un milieu qui met à l'épreuve les sociétés, ou plutôt, devrais-je dire, qui les met au pied du mur, comme le fait le Grand Rift. Ici, le sismographe s'affole. Bien sûr, le sismographe que transportent avec eux les spécialistes des sciences de la Terre, mais également le sismographe, métaphorique bien sûr, qu'emploient les écologues, les paléontologues, les historiennes, les archéologues, les chercheuses en sciences sociales, qui observent ici mieux qu'ailleurs les variations d'amplitude des changements climatiques, des processus évolutifs et adaptatifs des espèces, l'adaptation des milieux, l'accroissement ou la résorption de leur vulnérabilité, les processus de peuplement, les innovations techniques des sociétés, leurs audaces économiques et politiques, leurs transformations religieuses et identitaires. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le relief, la géologie ou le climat seraient des déterminants des sociétés. Cela veut dire, au contraire, que les sociétés se sont servies des contraintes offertes par l'environnement comme d'opportunités pour s'inventer elles-mêmes et pour voisiner avec les autres. Je vous remercie.